Bonjour, bonsoir, je suis Claudie Marsan, experte senior en passation des marchés publics. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion communale des marchés publics en Haïti. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à l'aimer et à la partager avec vos contacts. Les marchés publics constituent un levier stratégique de développement économique et social dans un pays. Les marchés publics font partie de la commande publique, qui inclut également les conventions de concession d'ouvrages de services publics. La commande publique est supportée financièrement par nous, les contribuables, personnes physiques, micro, petites et moyennes entreprises. En retour, nous espérons la création d'emplois, la protection de l'environnement, le développement des MPME, micro, petites et moyennes entreprises, les services publics de base nous donnant accès notamment à l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, ainsi qu'à des infrastructures et superstructures nécessaires au développement d'un pays où les droits fondamentaux des citoyens sont respectés. La réalisation de ces droits fondamentaux se fait entre autres à travers les marchés publics qui sont lancés par les autorités contractantes, dont les collectivités territoriales, donc les communes dont nous parlons, qui font l'objet de cette présentation. Les marchés publics sont des contrats administratifs conclus à titre onéreux par des autorités contractantes pour répondre à leurs besoins en matière de fourniture, services et travaux. Les marchés publics sont régis par la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics, complétées par des arrêtés, complétées par des décrets et aussi des circulaires. Cette loi fait obligation aux acheteurs publics, dont les collectivités territoriales, les communes, de respecter l'éthique et de recourir aux procédures de passation de marchés publics conformément aux principes fondamentaux établis. Avant de vous présenter les principes de base de la passation des marchés publics, je tiens à préciser que les marchés publics constituent un secteur à risque. Une charte d'éthique est établie pour moraliser le processus de passation du marché et l'exécution de ces marchés, ainsi que les conventions de concession d'ouvrages de services publics en Haïti. Il s'agit de la charte d'éthique du 21 décembre 2012, applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. Alors, quels sont les grands principes qui président à la commande publique? Alors, le premier principe est le libre accès à la commande publique. Le principe de liberté d'accès à la commande publique garantit la possibilité pour toute personne, physique ou morale, remplissant les conditions requises de se porter candidat à un marché public. Donc, le respect de ce principe interdit les autorités contractantes d'utiliser des moyens discriminatoires pour désintéresser certaines catégories de candidats à un marché ou à les en écarter. Donc, c'est un principe extrêmement important pour garantir l'accès à la commande publique. Deuxième principe, égalité de traitement des candidats et soumissionnaires. Ce principe exige le respect des règles d'éligibilité, d'exclusion et de sélection des candidats et soumissionnaires. Donc, l'autorité contractante doit assurer l'égalité de traitement de tous les candidats et de tous les soumissionnaires durant tout le processus de passation des marchés publics et de convention de concession d'ouvrages de services publics. Prenons un exemple, si un dossier n'était pas tout à fait clair et qu'un soumissionnaire demande des éclaircissements à l'autorité contractante, cette dernière est tenue de communiquer en même temps les éclaircissements à tous les soumissionnaires. Troisième principe, la transparence des procédures. La transparence en matière de marché public exige l'utilisation des formalités de publicité ainsi que l'application équitable et rigoureuse des principes aboutissant aux décisions d'attribution des marchés. Donc, la transparence des procédures est nécessaire pour en assurer l'intégrité. Elle doit se manifester depuis la publication des avis généraux de marché public, de la publication du plan prévisionnel, des plans prévisionnels annuels de passation de marché public,
ainsi que les avis spécifiques de passation de marché public faisant état des besoins de l'acheteur. Donc, l'ouverture des plis, par exemple, en séance publique, est une manifestation de la transparence dans les marchés publics. La publication des résultats des marchés publics. Résultat, l'attribution des marchés. Cette publication, c'est aussi une manifestation de la transparence des marchés publics. Vous savez, la transparence permet aux candidats de vérifier eux-mêmes l'impartialité ou non des procédures en exerçant leur droit de questionner l'autorité contractante ou de contester son choix également. C'est prévu dans les procédures de passation de marché public. La contestation. Et la transparence doit également faciliter le contrôle a priori et même a posteriori du respect des règles de passation de marché public. Donc la transparence est indispensable dans un système sain de passation de marché public. Ces trois principes de base permettent d'assurer l'efficacité des dépenses publiques et la bonne utilisation des deniers publics. Alors, je profite pour préciser que l'efficacité des dépenses publiques signifie que l'autorité contractante doit garantir la bonne utilisation des deniers publics, des fonds publics. Donc, le respect de ce principe suppose que l'autorité contractante privilégie l'offre économiquement la plus avantageuse en termes de qualité et de prix lors de la passation de marché public. Ceci implique que les besoins soient préalablement définis et que les obligations de publicité et de mise en concurrence soient respectées. Donc, tout ceci permet justement, comme on l'a vu, de garantir l'efficacité des dépenses publiques. Parlons maintenant de l'importance du processus de passation de marché public dans la gestion des finances publiques. Nous savons que la gestion des finances publiques occupe une place prépondérante dans un État démocratique désireux de se développer. L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont des signes révélateurs d'une bonne gouvernance financière caractérisée par l'orientation des décisions prises lors de l'élaboration du budget national en amont et l'orientation des actions en fin de compte visant l'intérêt général et le développement durable. La gestion efficace des dépenses publiques pour le développement durable. La gestion efficace des achats publics au niveau de l'État et des collectivités territoriales alimente la concurrence et la compétitivité dans les marchés publics et contribue à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les ODD. Les collectivités sont obligées de garantir la concurrence dans leurs achats qui doivent être effectués à travers la passation des marchés publics. Qu'est-ce que la passation des marchés publics? La passation des marchés publics est un processus par lequel une autorité contractante, encore appelée maître d'ouvrage, acheteur, agence ou autre, attribue, après mise en concurrence de plusieurs opérateurs économiques, un contrat au soumissionnaire qui aura présenté l'offre économiquement la plus avantageuse pour elle. La mise en concurrence caractérise les procédures formalisées regroupant les procédures d'appel à la concurrence ouvertes et restreintes. Ce sont des procédures concurrentielles générales avec application de la méthode d'appel d'offres. Les procédures négociées avec mise en concurrence préalable. Ce sont des procédures concurrentielles simplifiées avec application de la méthode de comparaison de prix. Et enfin, les procédures de contrat cadre, de marché fractionné, de système d'acquisition dynamique et de dialogue compétitif. Maintenant, nous allons voir rapidement les méthodes de passation de marché. Il est intéressant de comprendre cette terminologie parce qu'il y a une petite nuance quand même entre les méthodes de passation de marché et les procédures de passation de marché que nous venons de voir. La méthode d'appel d'offres est utilisée pour une procédure générale formalisée. Donc, il faut que l'autorité contractante reçoive plusieurs offres. On peut avoir un appel d'offres général, un appel d'offres national ou un appel d'offres
international. Et quel que soit l'appel d'offres national ou international, il peut se faire suivant une procédure ouverte ou restreinte. Dans le cadre d'une procédure ouverte, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une grande publicité sur le plan national, et s'il s'agit d'un appel d'offres international, une publicité sur le plan international également. Et s'il s'agit d'une procédure restreinte, il faut que l'autorité contractante s'organise pour inviter au moins 6 firmes pour garantir la concurrence. Donc, c'est un marché qui sera attribué après mise en concurrence. Toujours dans les appels d'offres, il y a mise en concurrence. S'agissant de la méthode de comparaison de prix, les CP, on l'utilise pour une procédure simplifiée et formalisée. Donc, il faut au moins 3 offres. Donc, c'est un marché qui est également attribué après mise en concurrence. La troisième méthode, c'est l'entente directe qui est utilisée dans le cadre d'une procédure exceptionnelle. Donc, il n'y a qu'une seule offre. C'est donc un marché qui est conclu de gré à gré. Maintenant, voyons les modes de sélection dans les marchés publics. Pour les marchés de services, les modes de sélection suivants sont appliqués. Sélection dans le cadre d'un budget déterminé, SCBD. Sélection au moindre coût, SMC. Sélection fondée sur la qualité et le coût, SFQC. C'est le mode de sélection le plus utilisé dans les marchés publics. Mais attention, il faut que les concurrents soient sous le même régime fiscal. Sélection fondée sur la qualification des consultants, SFQ. Là, on peut avoir des concurrents sous des régimes fiscaux différents. Pour les modes de sélection relatifs au marché de fournitures et de travaux, nous avons plutôt des critères. La sélection peut être fondée sur la capacité économique et financière, la capacité technique et professionnelle, les expériences spécifiques, le chiffre d'affaires annuel et toute autre information pertinente. Nous avons compris que les procédures formalisées sont caractérisées par la mise en concurrence. Maintenant, quels sont les marchés publics faisant l'objet de procédures formalisées? Les formes de procédures énumérées précédemment, les procédures formalisées, sont utilisées pour, premièrement, les marchés de montant hors taxe égal ou supérieur au seuil de passation de marché public soumis à l'intervention de la Commission nationale des marchés publics, CNMP. Deuxièmement, les marchés auxquels sont applicables des procédures allégées de passation de marché public. Ceux-ci sont exempts de l'intervention de la CNMP. Que les procédures soient formalisées ou non, tous les marchés doivent être prévus dans un plan prévisionnel annuel de passation de marché approuvé par la CNMP. Au niveau communal, les commissions départementales des marchés publics jouent le même rôle que la CNMP. Ci-après sont présentés pour chaque catégorie d'acheteurs publics les seuils de passation pour des marchés de montant supérieur ou équivalent au seuil d'intervention de la CNMP en vigueur depuis mai 2012. Pour les institutions de l'administration d'État et des collectivités départementales, les entreprises publiques et les entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire, nous avons les seuils suivants de passation de marché et de contrôle a priori de la CNMP. Marché de travaux, 40 millions de gourdes. Marché de fourniture, 25 millions de gourdes. Marché de services et de prestations intellectuelles, 20 millions de gourdes. Concernant les communes de Delma, de Pétionville, de Carrefour, de Tabar, de Cité-Soleil et de la Croix-des-Bouquets, nous avons les seuils suivants. Marché de travaux, 15 millions de gourdes. Marché de fourniture, 8 millions de gourdes. Et enfin, pour les marchés de services et de prestations intellectuelles,
4 millions de gourdes. Les seuils de passation du marché et d'intervention de la CNMP pour le contrôle a priori concernant les communes chefs-lieux d'arrondissement sont les suivants. Marché de travaux, 10 millions de gourdes. Marché de fourniture, 4 millions de gourdes. Marché de services et de prestations intellectuelles, 4 millions de gourdes. Enfin, nous avons les autres communes et sections communales pour lesquelles des seuils de passation du marché public et d'intervention de la CNMP ont été établis, sont fixés. Les marchés de travaux sont passés à partir de 8 millions de gourdes. Les autres communes et sections communales passent des marchés de fourniture à partir de 2 500 000 gourdes. Il en est de même pour les marchés de services et de prestations intellectuelles, soit 2 500 000 gourdes. Nous venons de voir que les seuils de passation du marché public et les seuils d'intervention de la CNMP pour le contrôle a priori étaient confondus, et ceci depuis 2012. Cependant, le 21 octobre 2021, un arrêté a été pris pour fixer les seuils d'intervention des marchés publics en dessous des seuils de contrôle de la CNMP. Donc, désormais, on aura des seuils d'intervention de la CNMP distincts des seuils de passation des marchés publics. Si après sont présentés pour chaque catégorie d'acheteurs publics les seuils de passation pour des marchés de montant inférieur au seuil d'intervention de la CNMP, en vigueur depuis octobre 2021. Les marchés publics sont passés hors contrôle a priori de la CNMP à partir de 5 millions de gourdes. Pour les institutions de l'administration d'État et des collectivités départementales, les entreprises publiques et les entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire. Pour les marchés de travaux, l'autorité contractante peut faire une demande de cotation de 5 millions de gourdes à 14 999 999 gourdes. Une demande de cotation. Toujours pour les marchés de travaux concernant cette même catégorie d'acheteurs publics, on peut recourir à une procédure allégée de passation du marché à partir de 15 millions de gourdes jusqu'à 39 999 999 gourdes. Les marchés de fourniture font l'objet de demandes de prix de 5 millions de gourdes à 9 999 999 gourdes. Une procédure allégée est utilisée pour les marchés de fourniture à partir de 10 millions de gourdes jusqu'à 24 999 999 gourdes. Et s'agissant des marchés de services et de prestations intellectuelles, il est utilisé une procédure allégée de 5 millions de gourdes à 19 999 999 gourdes. Une consultation de fourniture ou sollicitation de prix est lancée pour tout type de marché, que ce soit un marché de travaux, de services, de fourniture ou de prestations intellectuelles, dès que le montant est inférieur à 5 millions de gourdes, mais entre 3 millions à 4 999 999 gourdes. Et en dessous de 3 millions, c'est-à-dire 2 999 999 gourdes, on peut utiliser de simples mémoires ou factures. À partir de 2 millions de gourdes, les communes de Delma, de Pétionville, de Carrefour, de Tabar, de Cité-Soleil et de la Croix-des-Bouquets passent des marchés qui ne sont pas soumis au contrôle a priori de la CNMP. Pour des marchés de travaux, ces communes utilisent des demandes de cotation
à partir de 2 millions de gourdes jusqu'à 4 999 999 gourdes et des procédures allégées de 5 millions à 14 999 999 gourdes. Les marchés de fourniture font l'objet de demandes de prix de 2 millions de gourdes à 2 999 999 gourdes. Et pour les marchés de 3 millions de gourdes à 7 999 999 gourdes, ils utilisent, alors ces acheteurs publics, des procédures allégées de passation de marché public. Concernant les marchés de services et de prestations intellectuelles lancés par ces communes, les procédures allégées sont utilisées à partir de 2 millions de gourdes jusqu'à 3 999 999 gourdes. En dessous du seuil de 2 millions de gourdes, ces communes peuvent utiliser une consultation de fournisseurs ou une sollicitation de prix pour tout type de marché, de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles. Donc de 1 million de gourdes à 1 999 999 gourdes. De simples mémoires ou factures peuvent être utilisées pour des achats atteignant 999 999 gourdes. À partir de 2 millions de gourdes, les communes chefs-lieux d'arrondissement passent des marchés sans le contrôle a priori de la CNMP. Cette dernière intervient à partir des seuils d'intervention fixés en 2012. Donc, pour passer des marchés de travaux, les communes chefs-lieux d'arrondissement utilisent une demande de cotation de 2 millions de gourdes à 3 999 999 gourdes. Pour les marchés de 4 millions de gourdes à 9 999 999 gourdes, ces communes chefs-lieux d'arrondissement utilisent des procédures allégées. Si cette catégorie d'acheteurs désire lancer des marchés de fourniture, ils utilisent une demande de prix pour les montants allant de 2 millions à 2 499 999 gourdes. Si le montant estimé du marché de fourniture se situe entre 2 500 000 gourdes et 3 999 999 gourdes, il est utilisé une procédure allégée. Une procédure allégée est également utilisée dans le cadre des marchés de services et de prestations intellectuelles pour des montants situés entre 2 millions de gourdes et 3 999 999 gourdes. Pour tout marché de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles dont le montant estimé est inférieur ou égal à 1 999 999 gourdes, la consultation de fournisseurs ou sollicitation de prix sera utilisée. Toujours à partir de 2 millions de gourdes, les autres communes et sections communales passent des marchés, mais qui sont exempts du contrôle a priori de la CNMP. Concernant les marchés de travaux lancés par cette catégorie d'acheteurs, il est utilisé une demande de cotation pour les montants allant de 2 millions de gourdes à 3 999 999 gourdes. Une procédure allégée est utilisée pour lancer des marchés de travaux dont le coût estimatif se situe entre 4 millions et 7 999 999 gourdes.
Les marchés de fourniture dont le coût estimatif se situe entre 2 millions et 2 149 999 gourdes font l'objet de demandes de prix. Une procédure allégée est utilisée pour les marchés de fourniture entre 2 150 000 gourdes et 2 499 999 gourdes. Les marchés de services et de prestations intellectuelles dont le montant se situe entre 2 millions et 2 499 999 gourdes sont lancés suivant une procédure allégée. Une consultation de fournisseur ou une sollicitation de prix est utilisée pour tout type de marché de travaux, de fourniture, de services et de prestations intellectuelles dont le montant estimatif est inférieur ou égal à 1 999 999 gourdes. Leurs fonctions sont incompatibles, d'où le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable public. L'article 59 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances dispose: les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. Cette disposition est reprise à l'article 13 de l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique, pris en vue d'expliciter les modalités d'application du dit décret. Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. En effet, les opérateurs d'exécution du budget de l'État et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents. D'une part, les ordonnateurs et d'autre part, les comptables. Quels sont les principaux risques encourus par les ordonnateurs et les comptables publics dans le cadre de la gestion communale des marchés publics? L'article 14 de l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique présente l'ordonnateur en ces termes. Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. À cet effet, ils constatent les droits de l'État et les autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créance correspondants destinés à assurer le recouvrement des recettes. Dans le cadre des dépenses, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements. Ils émettent les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l'État et des autres organismes publics. Les ordonnateurs peuvent déléguer leur pouvoir. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement. L'article 23 de l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique précise une définition du comptable public que je reprends pour vous. Je cite: sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités à effectuer à titre exclusif les opérations visées aux articles 24 et 25 ci-après, sous réserve de la situation de comptable de fait définie à l'article 85 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Les risques sont très élevés pour les comptables qui servent de fusible aux ordonnateurs. Les dispositions du décret du 16 février 2005 ainsi que les précisions de l'arrêté du 16 février 2005 sont très édifiantes. Il convient de vous présenter les articles 24 et 25 de l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique. Article 24. Les comptables publics en deniers et en valeurs sont seuls habilités à assurer la prise en charge et le recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation, ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'État et les autres organismes publics sont habilités à recevoir. Le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités,
soit au vu des titres présentés par les créanciers, ainsi que la suite à donner aux oppositions et aux autres significations. La garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l'État et aux autres organismes publics. Le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilité. La conservation des pièces justificatives des opérations et de documents de comptabilité. Et enfin, la tenue de la comptabilité qui leur incombe. Article 25. Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants. En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes dans les conditions prévues par les lois et règlements, de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances, ainsi que de la régularité des réductions et des annulations des titres de recettes dans la limite des éléments dont il dispose. En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de la dépense, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres, articles et alinéas qu'elles concernent et selon leur nature ou leur objet, de la disponibilité des crédits, de la validité de la créance dans les conditions précisées à l'article 26 ci-après, de l'existence éventuelle d'opposition, notamment de saisie-arrêt ou de cession, du caractère libératoire du règlement. En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques. Il est évident que les ordonnateurs et comptables publics encourent des risques dans le cadre de la gestion communale des marchés publics. Quels sont les risques majeurs à éviter par l'acheteur en tant qu'ordonnateur? À la phase de l'établissement des besoins en vue de lancer un marché, l'acheteur, qui peut être une commune, doit réaliser deux opérations importantes. La première opération n'est autre qu'un inventaire préalable et une évaluation globale des besoins. Le premier risque majeur est donc une mauvaise définition des besoins. La deuxième opération importante est l'établissement précis des besoins, mais vraiment bien définis. Concernant cette deuxième estimation, le risque est de nature financière. On parlera de mauvaise estimation des besoins. Il peut s'agir d'une sous-évaluation ou encore une surévaluation qui cache l'intention de commettre une corruption, la surfacturation. À la phase de lancement de marché, l'acheteur réalise une opération extrêmement importante, à savoir la détermination de la procédure et de la méthode de passation de marché. Cette troisième opération vient avec des risques majeurs pour l'acheteur. Il s'agit du non-respect des principes de base et des règles fondamentaux de passation de marché public. Maintenant, nous allons voir les risques majeurs à éviter par le comptable public. Après la première phase de l'établissement des besoins, suivie de celle de lancement de marché, le processus connaît une troisième phase relative à l'exécution et au règlement du marché. À cette phase du marché intervient le comptable public. La quatrième opération réalisée au niveau de l'acheteur public est la vérification des clauses d'engagement comptable du marché. Risque numéro 4. La comptabilité ne retrace pas les engagements du contrat. La cinquième opération concerne l'engagement comptable. Le risque lié à cette opération est un engagement comptabilisé avec erreur. L'opération 6 concerne la vérification du service fait. Le risque est donc l'inexistence du contrôle du service fait. Nous continuons avec la phase 3, exécution et règlement du marché. La septième et dernière opération est la vérification de la régularité de la dépense par le comptable public. 3 risques viennent avec cette opération. Incompétence juridique du signataire des documents.
pièces justificatives absentes, insuffisantes ou invalides. Inexistence de services faits. Il faut penser à des structures de gouvernance locale, incluant des collectivités locales entièrement indépendantes qui doivent agir selon un cadre réglementaire, institutionnel et budgétaire bien établi. Évidemment, cette indépendance doit être garantie par leur capacité à employer leur pouvoir de décision qui ne peut se concrétiser que par des dotations annuelles du budget d'investissement de l'État suivant les priorités du gouvernement et des critères tels que gouvernance, durabilité, gestion et surtout reddition des comptes en temps réel. Il demeure entendu que le ministère de la Planification ferait auditer annuellement les collectivités pour évaluer leurs performances et en publier les résultats afin de garantir la transparence dans la gestion des finances publiques au niveau des communes. La construction d'un État basé sur de telles structures peut aider à un équilibre politique et à un essor juste. Les collectivités territoriales peuvent détenir non seulement des pouvoirs plus étendus pour passer les marchés en vue de satisfaire les besoins de leur commune, mais également plus de responsabilités sur le plan budgétaire, bien entendu. Cela ne peut se réaliser sans passer par un processus de décentralisation recherchant le rapprochement des autorités gouvernementales de la population. Et pour atteindre cet objectif, l'État, à travers ses ordonnateurs et comptables publics, incluant ceux des communes, doit non seulement rendre compte de l'utilisation de la contribution fiscale des administrés, mais également faire état de l'optimisation de l'argent des contribuables. Abonnez-vous à la page Les finances publiques haïtiennes à la portée de tous. Aimez et partagez avec vos contacts. Merci de votre attention.